Vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passerait si un peuple nomade des steppes décidait d'adopter une religion qui n'était ni chrétienne ni musulmane, en plein cœur du Moyen-Âge? Voici l'histoire extraordinaire des Khazars, un empire qui défia toutes les conventions de son époque et qui, pendant plus de 4 siècles, devint le gardien silencieux entre Orient et Occident. Plongez-vous dans cette première partie d'une saga épique qui vous mènera des murmures du vent dans les steppes asiatiques, aux échos des batailles qui définirent le destin de l'Europe. Dans les vastes étendues d'Asie centrale, où l'horizon semble ne pas avoir de fin et où le vent emporte les histoires de peuples oubliés, naquirent les Khazars vers le milieu du VIe siècle après J.C. Imaginez un instant ces terres infinies. Il n'y avait pas de frontières marquées sur des cartes, mais des territoires qui se définissaient par la force des tribus et la résistance des chevaux. Les Khazars étaient un peuple turc, parlant une langue qui résonnait avec les échos d'autres groupes nomades et faisait partie du puissant Khaganat turc occidental après la chute de l'Empire Rouran en 552. Mais l'histoire des Khazars ne commença pas par la gloire, mais par la survie. Ces nomades vivaient dans un monde où la guerre et les alliances changeaient aussi rapidement que les saisons. Quand les vents de conflit soufflèrent de l'Est, ils furent obligés de migrer vers l'Ouest, emportant avec eux leurs troupeaux, leurs familles et leurs traditions. Ce n'était pas seulement un mouvement physique, mais une transformation culturelle. En se mêlant aux groupes locaux iraniens, ouraliques et sibériens dans les steppes pontiques et le Caucase du Nord, les Khazars commencèrent à forger une identité unique qui les distinguerait à jamais. Leur société tournait autour de la vie pastorale, où chaque famille dépendait de ses troupeaux pour survivre. Mais ils n'étaient pas simplement des bergers pacifiques, ils étaient aussi des guerriers habiles, qui menaient des incursions quand c'était nécessaire. Leurs croyances se centraient sur le chamanisme et la vénération de Tengri, le dieu du ciel, une divinité qui représentait l'immensité du cosmos sous lequel ils vivaient. Ces rituels ne connectaient pas seulement les Khazars au divin, mais unifiaient aussi les tribus dispersées sous une cosmovision partagée. Ce qui rend fascinante cette période, c'est comment un peuple apparemment petit réussit à se positionner stratégiquement dans l'un des carrefours les plus importants du monde médiéval. Tandis que les grands empires de Byzance, de Perse et de Chine luttaient pour le contrôle des routes commerciales, les Khazars s'établissaient silencieusement dans une région qui deviendrait le cœur pulsant du commerce eurasiatique. Leur capacité d'adaptation et leur instinct de survie les préparèrent au destin extraordinaire qui les attendait. Ces premières années furent cruciales car elles établirent les fondements de ce qui deviendrait l'un des empires les plus tolérants et cosmopolites du Moyen-Âge. Les Khazars apprirent tôt que la survie dans les steppes ne dépendait pas seulement de la force militaire, mais aussi de la capacité de négocier, commercer et s'adapter aux circonstances changeantes. Cette flexibilité culturelle serait la clé de leur futur succès et la raison pour laquelle leur histoire continue de fasciner historiens et aventuriers de la connaissance jusqu'à aujourd'hui. La décennie de 630 marqua un moment décisif dans l'histoire mondiale, bien que peu le surent à ce moment-là. Le puissant Khaganat Gökturk, qui avait dominé les steppes pendant des décennies, commençait à se lézarder sous la pression implacable de la dynastie Tang chinoise. En ce moment de chaos et d'opportunité, les Khazars démontrèrent qu'ils avaient la vision et le courage nécessaires pour changer leur destin. Sous la direction de dirigeants comme Irbis, possiblement vers 650, ils firent le saut le plus audacieux de leur histoire. Ils déclarèrent leur indépendance. Mais l'indépendance ne se déclare pas simplement avec des mots. Elle doit être conquise par des actions. Les Khazars commencèrent un processus méticuleux de consolidation du pouvoir dans la région de la Volga caspienne, une zone stratégique qui contrôlait les routes commerciales vitales entre l'Europe et l'Asie. Ils ne le firent pas seuls. Avec un mélange brillant de diplomatie et de force, ils absorbèrent des tribus comme les Sabirs et les Bulgares, créant une confédération qui était beaucoup plus puissante que la somme de ses parties.
Imaginez ce processus comme la construction d'une mosaïque gigante, où chaque tribu apportait ses propres forces et traditions. L'établissement d'un système de tribus fut un coup de maître qui démontra la sophistication politique des Khazars. Au lieu de simplement conquérir du territoire, ils créèrent un réseau de relations qui leur permettait d'extraire de la richesse de leurs voisins, tout en leur offrant protection. Ce système n'était pas différent de celui des grands empires de l'époque, mais les Khazars l'implémentèrent avec une efficacité qui surprit leurs contemporains. Les tribus arrivaient sous forme de fourrures, d'esclaves, de miel, de cire et d'autres produits précieux qui affluaient vers les centres khazars comme des rivières de richesse. Ce qui est vraiment remarquable dans cette transformation, c'est la vitesse avec laquelle les Khazars passèrent d'être vassaux à devenir une force souveraine. En moins de 2 décennies, ils avaient créé un État qui rivalisait avec les pouvoirs établis de la région. Leur position géographique leur donnait un avantage unique. Ils étaient assez loin des centres de pouvoir chinois et byzantins pour maintenir leur autonomie, mais assez près des routes commerciales pour bénéficier de l'échange constant de biens et d'idées. Cette période d'indépendance précoce posa les bases de tout ce qui suivrait. Les Khazars apprirent à naviguer les complexités de la politique internationale médiévale, équilibrant alliances et inimitié avec une habileté qui serait cruciale dans les siècles à venir. Leur succès à cette étape ne leur donna pas seulement territoire et richesse, mais quelque chose d'encore plus précieux, la confiance qu'ils pouvaient rivaliser avec les grands empires de leur époque et en sortir victorieux. L'année 626 après J.C. résonna du fracas des armes sur les murailles de Constantinople, mais à des milliers de kilomètres de là, dans les steppes du Caucase, se forgeait une alliance qui changerait le cours de l'histoire. L'empereur byzantin Héraclius, désespéré dans sa lutte contre le puissant empire sassanide de Perse, tendit la main vers un allié inattendu, les Khazars. Cette décision, qui aurait pu paraître risquée à ce moment-là, deviendrait l'un des coups diplomatiques les plus brillants de l'ère médiévale précoce. L'alliance n'était pas seulement un accord sur le papier, elle se matérialisa en actions concrètes et dévastatrices. En 628, les forces khazars accompagnèrent les Byzantins dans une campagne qui culmina avec le sac de Tiflis, l'actuel Tbilissi. Imaginez la scène. Des cavaliers khazars galopant aux côtés de soldats byzantins, leurs différentes armures et étendards créant un spectacle qui dut terrifier les défenseurs perses. Ce ne fut pas seulement un succès militaire, ce fut le début des Khazars sur la scène mondiale. Leur présentation comme une force que les grands empires devaient prendre au sérieux. Les gains territoriaux qui suivirent furent substantiels, mais encore plus important fut le prestige que les Khazars gagnèrent. Soudain, ils n'étaient plus seulement un autre peuple nomade des steppes, ils étaient des alliés reconnus de Byzance, l'une des puissances les plus sophistiquées du monde méditerranéen. Cette reconnaissance ouvrit des portes qui avaient été fermées pendant des siècles. Les Khazars commencèrent à apparaître dans les chroniques byzantines, sur les cartes des géographes arabes et dans les lettres diplomatiques qui traversaient les continents. La culmination de cette alliance arriva sous forme de mariages royaux, une pratique qui scellait les alliances les plus importantes dans le monde médiéval. Vers 704, une princesse khazare épousa l'empereur Justinien II et en 732, une autre princesse khazare s'unit en mariage avec Constantin V. Ce n'étaient pas de simples mariages politiques, ils étaient des symboles vivants de l'intégration des Khazars dans l'élite politique internationale. Imaginez ces princesses des steppes marchant dans les couloirs de marbre du grand palais de Constantinople, apportant avec elles les traditions de leur peuple dans l'un des centres de pouvoir les plus sophistiqués du monde. Cependant, cette exposition à Byzance apporta aussi avec elle des influences que les Khazars n'avaient pas complètement anticipées. Le christianisme byzantin commença à s'infiltrer dans la société khazare, plantant des graines qui rivaliseraient plus tard avec d'autres traditions religieuses. Les mariages royaux n'apportèrent pas seulement des alliances politiques, mais aussi des idées, des technologies et des croyances qui enrichiraient la culture khazare, mais qui la rendraient aussi plus complexe.
Cette complexité culturelle serait à la fois une force et un défi dans les siècles à venir, préparant la scène pour les décisions religieuses extraordinaires qui définiraient à jamais le destin de ce peuple unique. Au milieu du 7e siècle, un nouveau pouvoir commença à s'étendre depuis les sables d'Arabie, avec une force qui changerait à jamais la carte du monde connu. L'islam, porté par des armées arabes qui semblaient invincibles, avait conquis la Perse, une grande partie de l'Empire byzantin, et s'étendait comme un tsunami de foi et de conquête vers le nord. En 642, ces forces arrivèrent aux frontières du monde khazar, initiant une série de conflits qui dureraient des décennies et définiraient le caractère militaire des deux civilisations. La première incursion musulmane fut comme un éclair qui annonçait la tempête à venir. Les armées arabes traversèrent le Caucase avec une détermination qui avait conquis des empires millénaires, et leurs premiers objectifs furent les forteresses qui contrôlaient les passages montagneux stratégiques. En 661, elles réussirent à capturer Derbent, connue par les Arabes sous le nom de Bab al-Abwab, la porte des portes, une forteresse qui contrôlait le passage le plus important entre les terres de la Caspienne et les steppes du nord. La chute de Derbent ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut un coup psychologique qui résonna dans toute la région. Mais les Khazars n'étaient pas un peuple qui se pliait facilement devant l'adversité. En 685, ils lancèrent une contre-offensive dévastatrice qui démontra que, bien qu'ils aient pu perdre des batailles, ils n'avaient pas perdu leur esprit combatif. Leurs forces s'enfoncèrent profondément en Géorgie et en Arménie, portant la guerre directement au cœur des territoires que les Arabes croyaient avoir sécurisés. Ces incursions n'étaient pas de simples raids de vengeance. C'étaient des campagnes calculées, qui cherchaient non seulement à récupérer du territoire, mais aussi à démontrer que les Khazars restaient une force avec laquelle il fallait compter. Les décennies de 720 apportèrent une série de défaites qui mirent à l'épreuve la résistance khazare comme jamais auparavant. Les armées arabes, maintenant mieux organisées et avec plus d'expérience dans la guerre de montagne, remportèrent des victoires significatives qui poussèrent les Khazars vers le nord. Mais même dans la défaite, les Khazars montrèrent une capacité d'adaptation extraordinaire. Ils transformèrent leur tactique militaire, créant une armée plus professionnelle, qui combinait la mobilité traditionnelle des cavaliers des steppes avec des mercenaires spécialisés et de nouvelles techniques de guerre de forteresse. Ces conflits constants forgèrent les Khazars d'une manière qu'aucune autre expérience n'aurait pu le faire. Ils devinrent maîtres de la guérilla, experts dans la défense des passages montagneux et habiles dans l'art de la retraite stratégique. Plus important encore, ces guerres les obligèrent à s'étendre vers l'ouest, vers les terres qui entourent le fleuve de Dniepr, où ils trouveraient de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. La pression militaire arabe, paradoxalement, contribua à l'expansion du pouvoir khazar, les poussant vers des territoires qui deviendraient fondamentaux pour leur futur développement comme puissance commerciale et culturelle. L'année 737 après J.U.C. resta gravée dans la mémoire collective khazare comme le moment le plus sombre de leur histoire, quand les flammes de l'humiliation menacèrent de consumer tout ce qu'ils avaient construit pendant des générations. Marwan ibn Muhammad, connu par l'histoire sous le nom de Marwan Lan pour sa ténacité implacable, arriva en territoire khazar non pas comme un conquérant quelconque, mais comme un ouragan de destruction qui changerait à jamais le cours de ce peuple extraordinaire. Sa campagne fut méticuleusement planifiée et exécutée avec une brutalité qui prétendait non seulement vaincre les Khazars, mais briser leur esprit à jamais. La bataille qui suivit ne fut pas une confrontation entre égaux, mais une démonstration écrasante du pouvoir militaire arabe à son apogée. Les forces khazars, qui avaient résisté pendant des décennies aux incursions musulmanes, se trouvèrent dépassées en nombre, en organisation et en ressources. Imaginez le désespoir des guerriers khazars, quand ils virent leur formation s'effondrer sous l'attaque coordonnée d'un ennemi qui avait perfectionné l'art de la guerre à travers des conquêtes qui s'étendaient de l'Espagne à l'Asie centrale. La défaite fut si complète
que le Khagan Khazar lui-même fut obligé de fuir, abandonnant sa capitale et son peuple au moment du plus grand besoin. L'humiliation qui suivit fut peut-être plus dévastatrice que la défaite militaire elle-même. Marwan ne se contenta pas de la victoire. Il imposa une conversion temporaire à l'islam, qui représentait la négation de tout ce que les Khazars avaient été jusqu'à ce moment. Cette conversion forcée n'était pas seulement un changement de religion, mais une tentative d'effacer l'identité khazare et d'absorber ce peuple rebelle dans le monde musulman. Pour un peuple qui avait basé sa résistance sur le maintien de son autonomie culturelle et religieuse, cette imposition représentait une mort symbolique qui faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Mais ce fut précisément en ce moment de plus grande obscurité que les Khazars démontrèrent la véritable force de leur caractère national. Dès que les forces arabes se retirèrent, ils renoncèrent à l'islam imposé et commencèrent l'un des processus de reconstruction les plus remarquables de l'histoire médiévale. La décision de transférer leur capitale de Balanjar à Atil, Itil, sur le fleuve Volga vers 750, ne fut pas seulement une mesure de sécurité, ce fut une déclaration de renaissance. Atil deviendrait beaucoup plus qu'une nouvelle capitale. Elle serait le symbole de la capacité khazare de transformer la défaite en opportunité. L'établissement d'Atil comme centre du pouvoir khazare marqua le commencement d'une nouvelle ère qui serait rappelée comme l'âge d'or de leur civilisation. Cette ville, stratégiquement située sur la Volga, deviendrait l'un des centres commerciaux les plus importants d'Eurasie, un lieu où convergeaient des caravanes de Chine, de Byzance, du monde arabe et des territoires nordiques. L'humiliation de 737 se transforma ainsi en graine de grandeur future, démontrant que les Khazars possédaient quelque chose qu'aucun conquérant ne pouvait détruire, la capacité de se réinventer et d'émerger plus fort de leurs cendres. Cette retraite stratégique derrière les montagnes du Caucase ne fut pas une capitulation, mais un coup de maître qui leur permettrait de construire un empire qui défierait les attentes d'amis et d'ennemis à la fois. Quelque part entre les années 740 et 838, dans les salons de la capitale khazare reconstruite, eut lieu l'un des événements les plus extraordinaires et mystérieux de l'histoire médiévale. Le roi Bulan, dont le nom résonne à travers les siècles comme synonyme de sagesse et d'audace, se trouvait face à une décision qui changerait à jamais le destin de son peuple. Les pressions arrivèrent de toutes les directions. Les Byzantins offraient la gloire du christianisme orthodoxe, les Arabes promettaient la pureté de l'islam, mais il y avait une troisième voix, plus ancienne et murmurant, qui parlait d'une foi qui ne servait aucun empire terrestre. La légende raconte que Bulan eut un rêve prophétique dans lequel un ange lui promettait la grandeur s'il choisissait le bon chemin. Mais la réalité historique suggère une décision beaucoup plus calculée et brillante. Le roi khazar, démontrant une perspicacité politique extraordinaire, organisa ce qui serait rappelé comme le grand débat. Imaginez la scène. Des érudits juifs, des prêtres chrétiens et des oulémas musulmans réunis à la cour khazare, chacun présentant les arguments les plus convaincants de sa foi devant un roi qui tenait dans ses mains l'avenir religieux de toute une nation. Ce qui rend fascinant ce moment, c'est que Bulan ne cherchait pas simplement une nouvelle religion, il cherchait l'indépendance spirituelle. Le christianisme l'aurait converti en satellite de Byzance. L'islam l'aurait subordonné au califat, mais le judaïsme lui offrait quelque chose d'unique, une foi monothéiste sophistiquée, qui n'avait pas d'empire politique qui la soutenait. En choisissant le judaïsme, Bulan n'adoptait pas seulement une religion, mais faisait une déclaration de souveraineté qui résonna dans tout le monde connu. C'était comme s'il disait « Nous sommes assez forts pour choisir notre propre chemin ». Même si ce chemin n'a pas d'armée pour le protéger. La conversion commença avec l'élite, mais son implémentation fut graduelle et stratégique. Les premiers signes tangibles apparurent sur les monnaies, comme le fameux dirham de Moïse de 837, qui portait des inscriptions en arabe déclarant « Moïse est le messager de Dieu ». Ces monnaies n'étaient pas seulement des moyens d'échange,
Elles étaient des déclarations publiques d'une transformation qui changeait la nature même de l'État khazar. Chaque monnaie qui circulait sur les routes commerciales portait avec elle le message que quelque chose de nouveau et d'extraordinaire naissait dans les steppes. Le génie de cette décision devint évident dans les décennies suivantes. Les Khazars avaient réussi l'impossible, maintenir leur indépendance politique tout en adoptant une tradition religieuse qui leur donnait légitimité dans le monde civilisé. Ils n'étaient pas des païens barbares, ni des vassaux d'aucun empire chrétien ou musulman. Ils étaient quelque chose de complètement nouveau, un royaume juif au cœur des routes commerciales les plus importantes du monde, une expérience historique qui défierait toutes les attentes sur religion, politique et pouvoir au Moyen Âge. Au début du IXe siècle, quand la décision religieuse de Bulan avait eu le temps de prendre racine, monta au trône un dirigeant dont le nom deviendrait synonyme de transformation religieuse profonde, Obadiah. Si Bulan avait planté les graines du judaïsme khazar, Obadiah serait celui qui les cultiverait jusqu'à les convertir en un jardin florissant d'érudition et de pratiques religieuses. Son règne marqua la transition d'une conversion politique à une transformation culturelle authentique qui pénétrerait dans les aspects les plus intimes de la société khazare. Obadiah ne se contenta pas d'une conversion superficielle. Sa vision était de créer un État vraiment juif qui rivaliserait avec les centres d'apprentissage de Babylonie et de la Terre Sainte. Avec une détermination qui rappelait les grands réformateurs religieux de l'histoire, il invita des érudits juifs de tout le monde, connus, à s'établir en territoire khazar. Imaginez les caravanes de sages arrivant de Bagdad, Cordoue, Byzance et d'autres centres de connaissances, apportant avec eux des parchemins précieux, des traditions orales et une richesse intellectuelle qui transformerait la capitale khazar en un phare d'apprentissage juif. La construction de synagogues devint une priorité qui changea physiquement le paysage des villes khazars. Ce n'étaient pas de simples bâtiments de prière, c'étaient des centres communautaires où on enseignait l'hébreu, où on étudiait la Torah et le Talmud, et où se préservaient des traditions qui connectaient les Khazars à un héritage spirituel qui s'étendait sur des millénaires. Les écoles talmudiques qui s'établirent pendant cette période n'éduquaient pas seulement l'élite khazare, mais attiraient des étudiants de communautés juives de toute l'Europe et l'Asie, convertissant le royaume khazar en un centre de pèlerinage intellectuel. Cependant, le génie d'Obadiah résidait dans sa compréhension qu'une société multiethnique ne pouvait pas être transformée du jour au lendemain. Tandis que la noblesse khazare adoptait avec enthousiasme les pratiques juives, le peuple commun maintenait une mosaïque fascinante de croyances qui incluait des éléments païens, chrétiens et islamiques avec les nouvelles traditions juives. Cette diversité n'était pas vue comme un problème à résoudre, mais comme une force à préserver. Obadiah comprenait que la tolérance religieuse n'était pas seulement une vertu morale, mais une nécessité pratique pour gouverner un empire de 25 à 28 tribus différentes. La période d'Obadiah fut aussi témoin de la création d'une littérature religieuse unique qui fusionnait la tradition juive avec les réalités de la vie dans les steppes. Se développèrent des interprétations spéciales de la loi juive qui tenaient compte des besoins d'une société nomade et commerciale, créant un judaïsme khazar qui était authentiquement juif, mais aussi distinctivement adapté à son contexte unique. Cette synthèse culturelle devint l'un des accomplissements les plus remarquables de la civilisation khazare, démontrant qu'il était possible de maintenir l'intégrité religieuse tout en répondant créativement aux circonstances locales. L'héritage des réformes d'Obadiah s'étendit bien au-delà des frontières khazares. Les communautés juives du monde entier commencèrent à regarder vers le royaume khazar comme un exemple extraordinaire de ce qui était possible quand les Juifs avaient un pouvoir politique réel. Pour la première fois en siècles, il y avait un État juif indépendant qui non seulement survivait, mais prospérait dans le monde médiéval. Cette réalité changea la compréhension de soi juive et planta des graines d'espoir qui fleuriraient sous des formes inattendues dans les siècles à venir.
Les 8e et 9e siècles furent témoins d'une transformation qui convertirait les Khazars de guerriers des steppes en maîtres commerciaux les plus habiles d'Eurasie. Comme s'ils avaient découvert le secret de l'alchimie, les Khazars apprirent à transformer leur position géographique stratégique en rivière littérale d'or qui coulait vers leur capitale. Le contrôle des routes de la soie, qui suivaient les vallées de la Volga et du Don, n'était pas simplement un avantage économique, c'était le fondement d'un empire qui étendrait son influence des côtes de la mer Noire aux terres gelées du Nord. Imaginez un instant les caravanes qui convergeaient vers Athil, comme des rivières tributaires qui alimentaient un océan de prospérité. De l'Est arrivaient des soies chinoises qui brillaient comme l'eau sous le soleil, des épices qui parfumaient l'air avec des arômes de jardins paradisiaques, et des porcelaines si fines qu'elles semblaient translucides. De l'ouest venait l'ambre de la Baltique, des fourrures de martre du nord européen qui étaient plus précieuses que l'or, et des esclaves dont le commerce, bien que moralement répugnant pour nous aujourd'hui, était une réalité économique fondamentale de l'époque médiévale. Les Khazars s'étaient convertis en intermédiaires indispensables de cet échange global. Mais les Khazars n'étaient pas de simples collecteurs de péage. Ils étaient des entrepreneurs sophistiqués qui avaient développé un système de taxation et de régulation commerciale qui était l'envie de leurs contemporains. Chaque caravane qui passait par territoire khazar payait des impôts calculés non seulement sur la valeur des marchandises, mais aussi sur leur destination finale et la saison de l'année. Ce système, connu sous le nom de dîme commercial, était si efficace qu'il permettait aux Khazars de maintenir des armées, construire des villes et financer les activités culturelles et religieuses qui définissaient leur société sans imposer de charges excessives sur leurs sujets. Athil se transforma pendant cette période en quelque chose qui n'avait pas de précédent dans le monde médiéval. Une métropole vraiment cosmopolite où on pouvait entendre des douzaines de langues dans les marchés, où les temples de différentes religions coexistaient pacifiquement, et où la richesse coulait avec une abondance qui rivalisait avec Constantinople ou Bagdad. Les voyageurs de l'époque décrivaient avec étonnement une ville où marchands juifs, chrétiens, musulmans et païens commerçaient côte à côte, où les différences religieuses se subordonnaient à la loi commerciale commune, et où la prospérité avait créé un niveau de sophistication culturelle qui défiait tous les stéréotypes sur la vie dans les steppes. La diversité ethnique de l'Empire devint sa plus grande force économique. Les bègues, chefs tribaux qui gouvernaient les différentes régions, n'étaient pas de simples collecteurs de tribus, mais des entrepreneurs locaux qui comprenaient intimement les besoins et capacités de leur territoire. Les Alains apportaient du bétail et des produits laitiers. Les Magyars contribuaient avec des chevaux et des connaissances de ferronnerie, et les slaves fournissaient miel, cire et fourrure, qui étaient essentiels pour le commerce de luxe. Ce système décentralisé mais coordonné créa un réseau économique qui était surprenamment résistant et adaptable aux conditions changeantes du marché international. L'épanouissement commercial des Khazars pendant cette période dorée ne fut pas seulement un phénomène économique. Ce fut une révolution culturelle qui changea la nature même de la société des steppes. La richesse permit le développement des arts, sciences et littérature, créa une classe moyenne urbaine qui n'avait pas existé avant dans les sociétés nomades et finança le type de tolérance religieuse et diversité culturelle qui deviendrait la caractéristique la plus admirée du royaume khazar. C'était comme s'ils avaient découvert que le commerce n'était pas seulement une façon de gagner de l'argent, mais une manière de construire la civilisation. Vers la fin du IXe siècle, les Khazars avaient développé l'un des systèmes de gouvernement les plus innovants et sophistiqués du monde médiéval. Un système de double règne qui divisait le pouvoir entre le sacré et le séculier d'une manière qui n'avait pas de précédent dans l'histoire. Ce système, connu sous le nom de diarchie, n'était pas simplement une curiosité politique, mais une solution brillante au défi unique de gouverner un empire multiethnique qui s'étendait des montagnes du Caucase aux plaines du nord de l'Europe.
C'était comme si les Khazars avaient inventé une forme de gouvernement qui anticipait les séparations modernes entre Église et État, mais avec une sophistication qui reflétait des siècles d'expérience politique. Au cœur de ce système se trouvait le Khagan, une figure presque mythique qui incarnait la sainteté divine de l'État khazar. Imaginez-le comme un pontife suprême, dont la présence était si sacrée qu'il apparaissait rarement en public, vivant dans une splendeur isolée qui l'élevait au-dessus des préoccupations mondaines du gouvernement quotidien. Le Khagan n'était pas simplement un roi, il était le lien vivant entre le peuple khazar et le divin, une figure dont la légitimité dérivait non de la force militaire, mais de son rôle comme gardien de l'harmonie cosmique. Son palais était décrit par les visiteurs comme un lieu de silence révérentiel, où même les courtisans parlaient en murmures. À côté du Khagan sacré, gouvernait le Bek, le véritable moteur exécutif de l'État khazar. Si le Khagan était l'âme spirituelle du royaume, le Bek était son cerveau pratique, l'homme qui prenait les décisions militaires, commerciales et administratives qui maintenaient l'empire en fonctionnement. Cette division n'était pas accidentelle mais délibérée, basée sur une compréhension profonde que le pouvoir absolu en une seule personne pouvait être à la fois inefficace et dangereux. Le Bek avait l'autorité pour déclarer des guerres, négocier des traités, collecter des impôts et administrer la justice, mais toujours sous la légitimité sacrée que seul le Khagan pouvait fournir. Ce qui faisait fonctionner ce système était une tradition qui divisait la société khazare en khazars blancs et khazars noirs, une distinction qui allait bien au-delà de la couleur de peau. Les khazars blancs constituaient l'élite dirigeante, les descendants des familles nobles qui avaient guidé le peuple depuis ses jours nomades jusqu'à sa prospérité impériale. C'étaient ceux qui avaient adopté le plus complètement le judaïsme, ceux qui parlaient plusieurs langues et ceux qui comprenaient les complexités de la diplomatie internationale. Les khazars noirs, d'autre part, représentaient la population commune, incluant les tribus tributaires et les groupes ethniques divers qui avaient été incorporés à l'Empire à travers conquêtes ou alliances. Cette diarchie n'était pas seulement un arrangement politique, c'était une manifestation physique de la philosophie khazare sur l'équilibre et l'harmonie. Elle reflétait des influences à la fois turques et iraniennes, fusionnant des traditions ancestrales des steppes avec des idées sophistiquées sur le gouvernement qui avaient été raffinées à travers le contact avec Byzance, la Perse et le monde arabe. Le système permettait à l'État khazar de maintenir sa légitimité traditionnelle tout en adaptant des structures de gouvernement qui pouvaient gérer les complexités d'un empire commercial moderne. Le génie de ce système devint évident dans sa capacité à maintenir la stabilité interne tout en faisant face à des menaces externes constantes. La division des pouvoirs signifiait qu'aucune faction ne pouvait dominer complètement l'État, créant un système de contrôle et d'équilibre qui prévenait les crises de succession qui harcelaient d'autres royaumes médiévaux. En même temps, la nature sacrée du Khagan fournissait une source d'unité qui transcendait les divisions ethniques et religieuses, tandis que l'autorité pratique du Bek assurait que le gouvernement puisse répondre rapidement aux crises. C'était une expérience en gouvernement qui démontra que les peuples des steppes pouvaient être aussi innovants politiquement que n'importe quelle civilisation sédentaire, créant des institutions qui fonctionneraient efficacement pendant des siècles. Dans la décennie de 830, quand l'empire khazar avait atteint le sommet de sa prospérité, ses gouvernants regardèrent vers l'horizon avec un mélange de fierté et d'appréhension croissante. Les richesses qui coulaient par leur territoire avaient attiré non seulement des marchands pacifiques, mais aussi la convoitise de peuples nomades, dont la faim de butin croissait avec chaque récit de l'opulence khazare. C'était comme si le succès même de l'Empire avait allumé un signal qui attirait des dangers de toutes les directions, obligeant les Khazars à se transformer une fois de plus, cette fois de marchands prospères en architectes militaires. La réponse khazare à ces menaces croissantes fut un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire qui démontrerait qu'ils avaient appris non seulement de leurs propres traditions,
mais aussi des civilisations les plus avancées de leur époque. Avec l'aide technique de Byzance, dont les techniques de construction étaient légendaires, les Khazars entreprirent la construction de Sarkel, une forteresse sur le fleuve Don qui deviendrait le symbole le plus durable de leur détermination à protéger ce qu'ils avaient construit. Imaginez la scène. Des ingénieurs byzantins travaillant coude à coude avec des artisans khazars, fusionnant la sophistication architecturale de l'Empire romain d'Orient avec la connaissance intime du terrain que seuls les peuples des steppes pouvaient posséder. Sarkel n'était pas simplement une forteresse, c'était une déclaration architecturale que les Khazars avaient évolué au-delà de leurs origines nomades, sans perdre leur essence guerrière. Ces murs de pierre blanche s'élevaient depuis les rives du Don comme une montagne artificielle, visible à des kilomètres de distance et conçue autant pour impressionner que pour défendre. La forteresse contrôlait l'un des croisements de rivières les plus stratégiques de toute la région, permettant aux Khazars de surveiller et contrôler le mouvement de peuples comme les Magyars et les Péchenègues, dont les migrations menaçaient constamment de déstabiliser l'équilibre de pouvoir que les Khazars avaient travaillé si dur à établir. Mais Sarkel n'était que le joyau le plus brillant dans une couronne de fortifications qui s'étendait sur tout le territoire khazar. Des villes comme Samandar dans le Caucase et Kerch en Crimée se transformèrent en bastions fortifiés qui servaient multiples buts. Ils étaient des centres administratifs où les bègues locaux exerçaient l'autorité khazare, des marchés où convergeaient les routes commerciales régionales et des forteresses qui pouvaient résister à des sièges prolongés. Ce réseau de villes fortifiées créa un système défensif qui était à la fois flexible et robuste, capable de répondre à des menaces qui venaient de n'importe quelle direction. Ce qui était vraiment remarquable dans ces constructions était comment elles reflétaient l'évolution culturelle des Khazars. Ils n'étaient plus les nomades qui avaient émigré d'Asie centrale des siècles auparavant. Ils s'étaient convertis en maîtres de la guerre sédentaire sans perdre leur mobilité caractéristique. Les forteresses khazares incorporaient des innovations qui permettaient aux garnisons de maintenir des chevaux dans les murs, facilitant des sorties rapides pour harceler les ennemis, tandis que les entrepôts souterrains pouvaient soutenir les défenseurs pendant des mois de siège. C'était comme s'ils avaient réussi à cristalliser en pierre la philosophie militaire qui avait guidé leur peuple pendant des générations. La capacité d'être à la fois le roc immobile et le vent qu'on ne peut attraper. Cependant, ces impressionnantes fortifications représentaient aussi quelque chose de plus subtil et inquiétant. La reconnaissance que le monde changeait de manière qui mettait en danger la survie même de l'Empire khazar. Les alliances qui se forgèrent pendant cette époque, particulièrement avec les tribus hongroises et d'autres groupes migratoires, révélaient une compréhension croissante que les Khazars ne pouvaient plus dépendre uniquement de leur force pour maintenir leur position dominante. Les forteresses étaient belles et fonctionnelles, mais elles étaient aussi des admissions silencieuses que l'ère de la suprématie khazare, incontestée, arrivait à sa fin. La décennie de 830 n'apporta pas seulement la construction de forteresses impressionnantes, mais aussi les premières fissures sérieuses dans l'unité interne qui avait été la force secrète du succès khazar pendant des siècles. La rébellion des Khabares ne fut pas simplement un soulèvement politique, ce fut le symptôme de tensions profondes qui avaient été en gestation sous la surface brillante de la prospérité impériale. Comme une faille géologique qui finalement cède sous la pression accumulée, cette rébellion révéla que la mosaïque multiethnique qui avait été la gloire de l'Empire khazar contenait aussi les graines de sa destruction potentielle. Les Khabares représentaient quelque chose que les architectes de l'État khazar avaient sous-estimé, la résistance culturelle des peuples qui avaient maintenu leurs identités distinctives même après des siècles d'inclusion dans l'Empire. Ces groupes, qui avaient été partie intégrante du succès commercial et militaire khazar, commencèrent à voir les réformes religieuses juives non comme une évolution naturelle, mais comme une imposition qui menaçait des traditions ancestrales qu'ils valorisaient plus que la prospérité matérielle.
Imaginez la tension dans les assemblées tribales où des anciens vénérables débattaient si les bénéfices de rester dans l'empire khazar justifiaient le prix de voir leurs enfants adopter des coutumes qu'ils considéraient étrangères. La rébellion elle-même fut à la fois dramatique et révélatrice des complexités inhérentes au gouvernement d'un empire multiethnique. Les Khabares ne se limitèrent pas à protester ou négocier. Ils prirent la décision radicale d'abandonner complètement le territoire khazar, emportant avec eux non seulement leurs familles et troupeaux, mais aussi des connaissances militaires et commerciales qui avaient contribué au pouvoir khazar. Leur alliance avec les Hongrois qui migraient vers Etelkös, la région entre le Dniepr et le Dniestre, ne fut pas accidentelle. Ce fut une déclaration qu'ils préféraient l'incertitude de la migration à la certitude de l'assimilation culturelle. L'impact de cette rébellion fut beaucoup plus profond que la simple perte de territoire ou de population. Pour la première fois de leur histoire, les Khazars se confrontèrent à la réalité que leur modèle de tolérance et d'inclusion avait des limites naturelles qu'ils n'avaient pas complètement anticipées. La société khazare, qui avait été célébrée pour sa capacité d'intégrer différents groupes ethniques et religieux, découvrit qu'il y avait des aspects de l'identité culturelle qui résistaient à l'intégration, peu importe combien elle était bénéfique économiquement. C'était comme découvrir que l'instrument qu'ils avaient perfectionné pendant des siècles avait des cordes qui ne pouvaient pas s'accorder en harmonie. Les tensions ethniques qui surgirent pendant cette période se manifestèrent de manière qui allait au-delà de la rébellion khabarée. Dans les villes khazares commencèrent à apparaître des quartiers qui s'organisaient plus par origine ethnique que par fonction économique, tandis que dans les écoles où on enseignait l'hébreu, certains parents commencèrent à insister pour que leurs enfants apprennent aussi les langues ancestrales de leur peuple. Ce n'étaient pas des signes de désintégration immédiate, mais des symptômes d'une transformation dans la nature même de l'identité khazare, d'un concept basé sur la loyauté politique vers un plus compliqué qui incluait des éléments religieux, ethniques et culturels qui ne s'alignaient pas toujours parfaitement. La réponse du gouvernement khazar à ces tensions révéla à la fois sa sophistication et ses limitations. Au lieu de répondre par une répression massive, ils optèrent pour une stratégie d'accommodation sélective qui permettait une plus grande autonomie culturelle en échange de loyauté politique continuée. Cependant, cette flexibilité créa aussi des précédents que d'autres groupes ethniques commenceraient bientôt à exploiter, établissant un modèle de concession qui éroderait graduellement l'autorité centrale. C'était comme si les Khazars avaient découvert que l'art de gouverner un empire divers requérait un équilibre si délicat que tout ajustement dans une direction créait des déséquilibres dans une autre, initiant un processus qui serait de plus en plus difficile à contrôler dans les décennies à venir. Depuis les brumes du Nord arriva une menace que les Khazars n'avaient pas complètement anticipée. Une force qui combinerait la férocité viking avec l'ambition slave d'une manière qui changerait à jamais l'équilibre de pouvoir en Europe orientale. Les Russes, ces guerriers marchands qui naviguèrent les fleuves comme d'autres peuples traversaient les steppes, représentaient quelque chose de complètement nouveau dans le monde que les Khazars connaissaient. Un ennemi qui ne cherchait pas seulement du butin ou du territoire, mais qui avait la capacité organisationnelle et la vision stratégique pour construire un État rival qui défierait directement l'hégémonie khazare sur les routes commerciales les plus lucratives d'Eurasie. Les premières rencontres du IXe siècle avaient été relativement mineures. Des affrontements que les Khazars avaient gérés avec la confiance de ceux qui avaient vaincu des menaces majeures dans le passé. Mais les campagnes de 913-943 révélèrent que les Russes avaient évolué de simples pillards à architectes d'un projet impérial qui rivaliserait directement avec le pouvoir khazar. Imaginez la surprise et le respect croissant des commandants khazars quand ils se rendirent compte que ces guerriers du Nord ne pouvaient pas seulement combattre avec la férocité des Vikings, mais qu'ils comprenaient aussi l'importance du commerce, de la diplomatie et de la construction d'alliances d'une manière qui rappelait leur propre stratégie de siècles antérieurs.
La correspondance entre le roi khazar Joseph et Hasdai ibn Shaprut au milieu du Xe siècle nous fournit une fenêtre fascinante vers l'esprit d'un dirigeant qui se rendait compte que son royaume, à l'apogée apparent de son pouvoir, faisait face à des défis qui pourraient être existentiels. Dans ses lettres, Joseph décrivait un royaume qui s'étendait du Caucase à la Volga, qui contrôlait des peuples des Alains aux Bulgares et qui maintenait une armée qui pouvait mettre sur le terrain des dizaines de milliers de guerriers. Cependant, entre les lignes, on pouvait détecter une préoccupation croissante sur ces ennemis de la mer qui arrivaient du nord avec une persistance qui suggérait des intentions plus profondes que le simple pillage. Les Russes avaient développé une stratégie qui attaquait directement le cœur du pouvoir khazar, le contrôle des routes commerciales et la loyauté des peuples tributaires slaves. Au lieu d'affronter directement les armées khazares en rase campagne, où l'expérience de siècles en guerre de steppe donnait avantage aux Khazars, les Russes utilisaient leur mobilité fluviale pour attaquer des établissements clés, interrompre le commerce et, plus dangereusement, offrir aux tribus slaves une alternative à la domination khazare. C'était comme s'ils avaient étudié soigneusement les forces et faiblesses du système khazar et avaient conçu une stratégie spécifiquement calibrée pour les exploiter. Ce qui rendait particulièrement dangereux les Russes était leur capacité de combiner la guerre avec la construction d'institutions durables. Ils n'étaient pas simplement des conquérants qui pillaient et se retiraient. Ils établissaient des centres de pouvoir permanents à Kiev, Novgorod et d'autres villes qui deviendraient les bases d'un royaume rival. Leur adoption du christianisme orthodoxe, bien qu'initialement plus politique que spirituel, leur donnait accès au réseau diplomatique byzantin et légitimité dans le monde chrétien, d'une manière qui complétait parfaitement leurs ambitions territoriales en terres traditionnellement contrôlées par les Khazars. La tragédie de ce conflit était que tant les Khazars que les Russes représentaient des expériences extraordinaires dans la construction d'États multiculturels dans l'Europe médiévale précoce. Dans des circonstances différentes, ils auraient pu être des alliés naturels, des peuples qui partageaient une compréhension sophistiquée du commerce, de la guerre et de la diplomatie. Cependant, leurs ambitions coïncidantes sur le contrôle des mêmes routes commerciales et des mêmes peuples tributaires les mettaient sur un cours de collision qui deviendrait de plus en plus inévitable. C'était comme voir deux maîtres d'échecs jouer une partie où tous deux comprenaient parfaitement les règles, mais où la nature du jeu dictait que seulement un pouvait gagner. L'année 965 se leva comme n'importe quel autre en territoire khazar, avec des caravanes se préparant pour la saison commerciale et des diplomates échangeant les courtoisies habituelles qui avaient maintenu la paix pendant des décennies. Mais dans les cours de Kiev, un jeune prince nommé Sviatoslav Ier avait forgé des plans qui convertiraient cette année en la plus catastrophique de toute l'histoire khazare. Ce n'était pas simplement un autre leader russe ambitieux, c'était un stratège militaire de génie qui avait étudié soigneusement les faiblesses de l'Empire khazar et avait développé une campagne conçue non seulement pour vaincre les Khazars, mais pour détruire à jamais leur capacité de récupération. La campagne qui suivit ne fut pas une guerre traditionnelle des steppes, avec des escarmouches prolongées et des négociations intermittentes. Sviatoslav avait appris des expériences de ses prédécesseurs et avait développé une stratégie de guerre totale qui attaquait simultanément les piliers militaires, économiques et psychologiques du pouvoir khazar. Ces forces se murent avec une coordination qui prit par surprise même les commandants khazars, vétérans, qui avaient affronté des ennemis redoutables pendant des générations, mais jamais quelqu'un qui combinait la férocité viking avec la planification stratégique d'un commandant formé dans les traditions militaires byzantines sophistiquées. La chute de Sarkel fut plus qu'une défaite militaire. Ce fut un coup psychologique qui résonna dans tout l'Empire comme le rugissement d'un tremblement de terre. Cette forteresse, qui avait été construite avec l'aide des meilleurs ingénieurs byzantins et qui avait résisté à toutes les attaques pendant plus d'un siècle, s'effondra devant l'assaut de Sviatoslav comme si elle était en papier. Les réfugiés qui fuirent de la forteresse en flammes emportèrent avec eux des récits d'une destruction si complète qu'elle semblait impossible.
des histoires de murs qui avaient protégé des générations réduites à des décombres fumants en quelques jours. C'était comme si le symbole même de la permanence khazare avait démontré être une illusion. Mais ce fut la destruction d'Atil qui marqua vraiment la fin d'une ère. La capitale khazare, qui avait été pendant des siècles le cœur pulsant du commerce eurasiatique, se convertit en 969 en un bûcher funéraire qui illumina le ciel pendant des jours. Imaginez la scène. Les palais, où s'étaient prises des décisions qui affectaient des continents entiers convertis en cendres. Les synagogues, où s'était étudiée la Torah pendant des générations réduites à des ruines carbonisées. Et les marchés, où avait résonné la Babel de douzaines de langues, silencées à jamais. Ce n'était pas seulement la destruction d'une ville, c'était l'anéantissement de tout un monde. Ce qui rendait particulièrement dévastatrice cette conquête était que Sviatoslav ne se contenta pas de la victoire militaire. Il comprenait que le pouvoir khazare se basait sur des réseaux complexes de loyauté, commerce et prestige qui devaient être complètement démantelés pour prévenir toute renaissance future. Ces forces poursuivirent systématiquement l'élite khazare, capturèrent les trésors qui avaient financé des siècles de diplomatie et commerce, et détruisirent les registres et bibliothèques qui contenaient la mémoire institutionnelle de l'État. C'était comme s'il avait décidé que les Khazars ne devaient pas seulement être vaincus, mais effacés de l'histoire. La vitesse avec laquelle s'effondra l'empire khazar surprit même ses ennemis. Un État qui avait résisté aux Arabes, Byzantins et Petchenègues pendant des siècles se fragmenta en moins de 5 ans sous l'attaque concentrée de Sviatoslav. Les survivants de l'élite khazare se dispersèrent vers la Crimée, le Caucase et des terres encore plus distantes, emportant avec eux seulement les souvenirs d'une grandeur qui s'était évanouie comme fumée dans le vent. C'était la fin non seulement d'un empire, mais d'une expérience unique en tolérance, commerce et gouvernement qui ne se répéterait pas sous cette forme dans l'histoire médiévale. La tempête de Sviatoslav avait balayé non seulement un royaume, mais toute une façon de voir le monde. Dans les années qui suivirent la catastrophe de 965-969, quand la fumée d'Atil finalement se dissipa et que les derniers échos de la bataille se turent, commença un chapitre final qui fut à la fois mélancolique et extraordinaire dans son témoignage de la résistance humaine. Les Khazars, qui avaient survécu à la destruction de leur monde, ne disparurent pas simplement dans la nuit de l'histoire. Ils se dispersèrent comme des graines portées par des vents de tragédie, certaines trouvant un sol fertile en terre lointaine où elles fleuriraient de formes inattendues, d'autres perdant graduellement leur identité distinctive dans le grand fleuve de la migration médiévale. Les réfugiés qui arrivèrent en Crimée établirent des communautés qui persisteraient jusqu'au XIe et XIIe siècle, maintenant vivantes des traditions qui s'étaient forgées dans les steppes de la Volga, mais s'adaptant à la vie sur les côtes de la mer Noire. Dans les montagnes du Caucase, d'autres groupes khazars se mélangèrent avec des populations locales, préservant des éléments de leur héritage en contes folkloriques, traditions culinaires et pratiques religieuses que les ethnographes modernes peuvent encore tracer dans certaines communautés reculées. Certains se convertirent à l'islam, s'intégrant dans le monde musulman expansif, tandis que d'autres maintinrent leur judaïsme adoptif, devenant partie des communautés juives dispersées d'Europe orientale. Mais peut-être la contribution la plus durable des Khazars ne fut pas ce qu'ils préservèrent de leur propre culture, mais ce qu'ils avaient donné au monde pendant leur siècle de domination. Leur rôle comme tampon entre le monde chrétien et musulman avait permis à l'Europe de se développer sans la pression constante de l'expansion arabe qui aurait pu changer complètement le cours de la civilisation occidentale. Les routes commerciales qu'ils avaient établies et protégées continuèrent à fonctionner bien après leur chute, fournissant les bases économiques pour la croissance des royaumes qui leur succédèrent, incluant la propre Rousse de Kiev qui avait causé leur destruction. Le système légal qu'ils avaient développé, avec son mélange sophistiqué de traditions turques, influences byzantines et principes juifs, laissa des traces profondes dans les lois des peuples slaves qui habitèrent leurs anciens territoires. Les codes commerciaux,
les procédures d'arbitrage et les principes de tolérance religieuse qui avaient été des caractéristiques distinctives du gouvernement khazar furent adoptés et adaptés par leurs successeurs, créant une continuité légale qui persista bien au-delà de l'État qui les avait originés. C'était comme si les institutions khazares avaient été si innovantes et efficaces qu'elles survécurent à l'État qui les avait créées. Dans le monde intellectuel juif, l'héritage khazar fut encore plus profond et durable. L'existence d'un royaume juif indépendant et prospère avait changé fondamentalement l'autocompréhension juive et avait fourni un modèle alternatif à l'exil et la dispersion qui avait caractérisé l'expérience juive pendant des siècles. Des œuvres comme le Kuzari de Juda Halevi ne préservèrent pas seulement la mémoire du royaume khazar, mais la transformèrent en un symbole des possibilités non réalisées du peuple juif, une inspiration qui résonnerait à travers les siècles jusqu'à arriver à influencer la pensée sioniste moderne. Les Khazars avaient aussi démontré quelque chose qui était révolutionnaire pour leur époque, qu'il était possible de créer un État multiethnique et multireligieux qui fonctionnait non malgré sa diversité, mais à cause d'elle. Leur modèle de tolérance religieuse, gouvernement décentralisé et intégration économique anticipa beaucoup des principes que les sociétés modernes considèrent fondamentaux pour la coexistence pacifique dans des communautés diverses. Bien que leur expérience politique finalement succomba aux pressions militaires et aux forces historiques de leur époque, elle avait prouvé que de telles sociétés étaient possibles, plantant des graines d'espoir qui fleuriraient dans des contextes très différents dans les siècles postérieurs. Ainsi, quand l'histoire khazare finalement se fondit dans les archives des chroniqueurs médiévaux, elle ne disparut pas complètement. Elle se transforma en quelque chose de plus subtil, mais également puissant. Un héritage de possibilités, un témoignage que même dans les époques les plus brutales de l'histoire humaine, il était possible de construire des sociétés basées sur la tolérance, la prospérité partagée et le respect mutuel. Les Khazars avaient été les gardiens silencieux des carrefours de l'histoire. Et bien que leur garde finalement se termina, les routes qu'ils avaient protégées continuèrent à porter non seulement des biens et richesses, mais aussi des idées et rêves qui enrichiraient le monde, bien après que leur royaume eût été oublié par tous, sauf par les historiens les plus dévoués.